Bonjour. Bien, aujourd'hui, nous allons aborder une notion universelle. Il s'agit dans les traditions du monde antique, ce qu'on a appelé en Inde l'âge de Kali. Qu'est-ce que l'âge de Kali et quel est son rapport à notre contemporanité? Bien, je vais poser la question comme au dictionnaire, qui est l'intelligence. Donc, nous entrons dans l'ère aujourd'hui et nous posons la question sur ce qu'est l'âge de Kali. C'est quoi exactement? Dans la mythologie de la philosophie indienne, le concept des yugas ou âges du monde joue un rôle central. Il existe 4 yugas qui sont des périodes cycliques par lesquelles le monde passe. Ces cycles décrivent une dégradation progressive de la vertu et de la dharma, c'est-à-dire la loi morale et l'ordre cosmique, qui culmine avec l'âge de Kali. Bien, il y a le Satya Yuga, l'âge de la vérité. C'est l'âge d'or où la vertu règne en suprême. Les humains sont purs et le dharma est au plus haut. La méditation et la spiritualité sont à leur apogée. Il y a le Treta Yuga. La vertu commence à décliner à cause de la naissance du désir et de l'attachement. C'est pendant cette ère que Lord Rama est censé avoir vécu comme décrit dans le Ramayana, qui est un texte de la pensée, de la philosophie, de la spiritualité indienne. Il y a le Dwapara Yuga, la décadence continue et le Dharma diminue de moitié par rapport à l'âge précédent. Le Mahabharata, une autre grande épopée indienne, se déroule pendant cette période. Et puis il y a le Kali Yuga, l'âge de Kali. C'est l'âge le plus sombre où le dharma est au plus bas. La corruption, le matérialisme, la violence et la dépravation sont monnaie courante. C'est souvent décrit comme l'âge où les marchands ou ceux qui sont motivés par le gain matériel dominent et où les valeurs traditionnelles de la spiritualité sont souvent négligées ou ridiculisées. Bien. Qu'est-ce que ça nous apprend donc sur nous-mêmes? Parce que l'intérêt, c'est nous-mêmes. Quand nous abordons ces notions, c'est en rapport avec l'évolution du monde contemporain et qui décrit comment l'homme part des âges glorieux qui sont les âges où la spiritualité, donc la connaissance de soi, la vérité, l'amour, sont au centre de nos rapports humains. Et nous dérivons progressivement vers un monde où, en 4 gradations, l'homme va être, l'objet va être emporté par son désir de posséder en oubliant son essence véritable. N'est-ce pas la situation du monde aujourd'hui sur le plan contemporain? Qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Les valeurs déclinent, ça c'est sûr. Et le monde entre dans la violence. Au nom de quoi? Les intérêts financiers qui détruisent le tissu social, qui détruisent l'être intérieur, qui détruisent tout rapport à l'autre. Parce que la perception est devenue purement sensorielle, avec l'espoir que cela va apporter à l'homme un bonheur, un mieux-être, un état où il serait enfin affranchi du manque. Bien, le chemin inverse, c'est quoi? Parce que quand on observe la dégradation des choses, il faut bien se poser la question, qu'est-ce que nous faisons dans le monde contemporain pour nous sortir de cet enlisement? D'après la science antique, l'homme doit retourner à son essence. Et cette essence, c'est la connaissance de lui-même. Qui sommes-nous? Les anciens posaient la question, d'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Lorsque ces questions ne sont pas abordées
dans l'humanité, dans notre humanité, eh bien, nous courons après les objets du monde, nous courons après leur passion, nous courons après leur possession dans une totale inconscience de qui nous sommes et quel est notre véritable rôle dans ce monde. Qu'entendons-nous donc par se connaître soi-même? Et en quoi est-ce que cette connaissance de soi peut être un facteur libérateur dans les multiples servitudes qui gouvernent aujourd'hui l'être, la société, ses rapports avec ses semblables? La connaissance de soi commence par celle de notre corps. Nous avons un corps. Est-ce que nous sommes ce corps? Et lorsque nous nous identifions à ce corps, que se passe-t-il? La deuxième question, c'est à l'intérieur de nous, qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous avons à l'intérieur sur le plan psychologique? Nous sommes traversés tout le temps par des images, pas des pensées, pas des sensations, pas des émotions. Cette intériorité est ce qui gouverne la plupart des hommes dans leurs réactions, dans leur relation à eux-mêmes et puis à autrui. Ça, c'est la deuxième dimension de nous-mêmes dans notre étude. On appelle ça la psyché, on appelle ça le mental. Utilisons des termes simples pour une compréhension aisée, parce que notre but est fondamentalement pratique. Ce n'est pas les mots qui sont importants pour nous, c'est ce que ces mots-là désignent qui va nous intéresser. Et puis, il y a donc l'aspect suprême qu'on appelle la conscience. Lorsqu'on parle de la connaissance de soi, en fait, c'est le parcours de ces trois états jusqu'à ce stade suprême qui est la conscience. Vous posez souvent la question, est-ce qu'il est conscient de ce qu'il est en train de faire? Mais la plupart des personnes qui posent cette question, sans le savoir, se limitent en fait au stade de la conscience. Très souvent, c'est pour demander, sans que les auteurs de ces pensées s'en rendent compte, est-ce que l'acte qui est en train de poser, le geste qui est en train de se faire, est-ce que cette personne voit sa correspondance avec les valeurs sociales, avec la norme sociétale? Puisque c'est cette seule norme qui définit la plupart des êtres humains. Mais la norme sociétale a ses limites. Bien qu'elle doive être prise en compte parce que la société est encadrée par un ensemble de lois qui gouvernent notre vivre ensemble, ce n'est pourtant pas là le stade suprême. Vous ne pouvez répondre correctement à cette question que si vous êtes des êtres conscients. Et il s'en faut de beaucoup que l'être humain aujourd'hui puisse être qualifié d'être conscient. Très souvent, nous ne sommes pas des êtres conscients. Nous sommes des êtres gouvernés, bien au contraire, plutôt par la matérialité brute, l'asservissement à des valeurs sensorielles. Alors, la conscience, c'est quoi? La conscience, c'est cela qui est au-delà et du corps et du mental. Dans les traditions et philosophies du monde antique, puisque les religions nous viennent du monde d'il y a 2000 ans ou 1500 ans aujourd'hui, pour les plus grandes religions, et on n'en a pas produit d'autres jusqu'ici. La conscience est désignée dans certaines cultures par le mot esprit, esprit avec grand E. D'autres l'appellent le témoin, d'autres l'appellent l'œil. Quel que soit le nom qu'on désigne cet absolu, l'essentiel pour nous, c'est de mener une observation attentive afin de parvenir nous-mêmes à la conscience de cette réalité ultime. Parce que c'est l'immersion en elle qui va être notre facteur de libération. Tant que nous nous battrons avec nos pensées et nos émotions, tant que nous nous adonnerons à des méthodes de pensée luttant contre d'autres pensées, il n'y aura pas de porte de sortie parce que nous nous situerons toujours là sur le même plan. C'est pourquoi il nous faut découvrir une autre dimension de nous-mêmes qui, par l'accès à sa réalité, va nous donner une totale maîtrise des états destructeurs. Nous avons souvent entendu parler du moi, de l'ego. Qu'est-ce que c'est? S'il y a un moi, il y a un ego, et si on en parle, c'est parce qu'il y a autre chose qui peut nous en libérer.
Donc, le travail, ce ne sera pas tellement de regarder les autres, mais de nous regarder nous-mêmes. Comment nous fonctionnons, comment nous vivons, comment nous pensons. Et commencer à voir que, étant donné que nous allons comprendre que nous ne sommes pas cette historicité de nous-mêmes, qu'il y a autre chose qui transcende cette historicité, la question sera comment être conscient de cela qui est au-dessus, et puis à partir de cette état, cette dimension, comprendre donc les états inférieurs, afin qu'en comprenant leurs mécanismes, nous ayons des instruments de notre libération, des instruments de la libération à l'asservissement que provoque l'attachement à nos pensées, nos idées, nos sentiments, qui structurent notre être et auxquels nous confondons très souvent. Donc, j'ai encore offert là aujourd'hui une petite matière d'analyse de ce que nous sommes. Comprendre que nous sommes dans un monde aujourd'hui gouverné par les marchands. Les marchands, c'est, comme nous l'avons vu tout à l'heure, ceux pour qui seule la dimension matérielle a de l'importance. Seules les choses sensorielles méritent d'être célébrées. Très loin de l'âge que nous avons appelé dans la tradition indienne le Satya Yuga. C'est l'âge de la vérité, l'âge où, de manière prédominante, n'est-ce pas, domine la spiritualité, la connaissance de soi, l'amour de l'autre, la compassion, les valeurs d'unité, les valeurs de paix, les valeurs de transcendance par rapport à l'ordre purement marchand, purement éphémère, purement passager. Il ne s'agit pas de nier l'ordre sensoriel, il ne s'agit pas de nier la quête d'une amélioration de notre confort existentiel, mais lorsque cela prend une ampleur telle qu'elle obture complètement la recherche de la compréhension de nous-mêmes, de notre environnement, toute quête de transcendance étant évacuée, l'idée que l'existence matérielle est le point culminant de l'existence, à ce moment-là, il y a un véritable danger pour nous-mêmes, pour nos semblables et pour l'humanité tout entière. Nous aurons à continuer cette exploration parce que le but de cette exploration, c'est de nous mener où? Mais vers nous-mêmes. Et quand nous serons retrouvés, comme le dit le philosophe, nous retrouverons en même temps l'humanité et nous retrouverons ce qui fonde cette humanité, la transcendance qui nous habite et qui englobe le monde entier. Nous devons donc nous débarrasser des concepts qui nous ont limités, qui nous ont séparés de nous-mêmes et des autres, afin d'entreprendre l'ascension vers nous-mêmes. Mais cela ne se fera pas brutalement. Lorsque vous avez été longtemps lié à des chaînes, il faudra faire preuve de patience, de beaucoup d'écoute pour arriver à démêler les liens qui nous enchaînent à ce que nous ne sommes pas. Donc, bienvenue dans cette exploration et de manière progressive, nous allons entreprendre la recherche de nous-mêmes et nous trouvant nous-mêmes, nous pourrons pour nous-mêmes et les autres être des facteurs de joie, de bonheur, de véritable progrès humain dans une harmonie entre les divers règnes de nous-mêmes, les règnes corporels, les règnes psychologiques et notre dimension éternelle et intemporelle. À très bientôt donc dans cette exploration.